Nous ouvrons maintenant notre première table ronde consacrée à un enjeu essentiel. Projet d'APA dans le médico-social, quelle place pour l'autodétermination? L'activité physique adaptée joue un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais comment garantir que les pratiquants soient pleinement acteurs de leur parcours? Comment favoriser l'autodétermination au sein des structures médico-sociales? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Sommer qui assurera la fluidité de cet échange en tant que modérateur. Nous entendrons les analyses de Monsieur Lyon, chercheur, ainsi que le point de vue de terrain de Monsieur Rovelin, directeur au sein de la Fondation OVE. Il sera accompagné de Madame L'Hôpital, enseignante en activité physique adaptée au DEM Henri Gormand, et de Madame Pichot, enseignante en activité physique adaptée à l'IME de Fourvière. Enfin, nous aurons la chance d'avoir le témoignage de 2 jeunes pratiquants de l'IME de Fourvière qui partageront leur expérience au regard de cette question. Juste avant que les intervenants puissent échanger sur leurs différentes pratiques, on va vous laisser avec le témoignage des jeunes justement du DEM de Madame L'Hôpital. Avec Marine. Du sport. De la danse. Tu as fait de la danse. Ok. Est-ce que tu as fait autre chose? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce que... Une fois. Tu nous dis? Tu fais de la danse. Est-ce que tu as fait un autre sport? Oui ou non? Ouais. Ok. Tu as fait des lancers de balles. Peut-être que tu as fait... J'ai fait du basket, la boxe, du tennis, des tours d'ascenseur et la muscu. J'ai fait de la danse, j'ai fait du tir à l'arc. Ok. Ah! Oui. Boxeur. Ah, tu fais de la boxe. Ouais. Tu as fait de la danse, ouais. Tu fais quoi d'autre? Du foot? Du foot, ouais. Et tu crois... Moi, je fais du sport 2 fois par semaine. Je fais du renforcement musculaire, tout ce qui est gainage, pompe, push-up. Je travaille aussi sur le fauteuil manuel pour faire travailler les bras aussi. Amusant. Amusant. Et c'est facile ou c'est difficile? C'est facile. C'est facile, ok. C'est difficile. C'est difficile. J'aime bien. Et pourquoi tu aimes bien? J'aime voler. Est-ce que c'est facile ou difficile? Difficile. Pourquoi c'est difficile? Bah, des fois, c'est fatigant. Après, tu aimes faire du sport ou est-ce que tu n'aimes pas? Tu aimes. Tu aimes. Ok. Est-ce que c'est ennuyant, fatigant, amusant ou super? C'est amusant. Ok. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu aimes. Tu trouves que c'est comment? Ennuyant, fatigant, amusant, super, facile, difficile? C'est amusant. Ok. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? C'est difficile. Oui, moi j'aime bien le sport. Après, des fois c'est fatigant, mais non, franchement ça va. Et moi je trouve que c'est utile, donc pour moi c'est bien. Est-ce que tu aimes le sport ou tu n'aimes pas, toi? Aimer. Tu T'aimes bien? aimes, ok. Tu trouves que c'est comment le sport? Est-ce que... B. Et. Bien. Ok, c'est bien. bien. Le tir à l'arc. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aimerais faire? Je regarde. Du rugby.
Du baseball? Du baseball, ok. Encore? Oui? Non? Est-ce qu'il y a d'autres sports? Oui. Alors, vas-y. Montre-moi. L'équitation ou de la boxe? Ok. Faire. La piscine? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sports? Vas-y. Tu me dis? Le foot? Le foot. La piscine. Ok. Bowling. T'aimerais faire du bowling? Est-ce qu'il y a un autre sport que t'aimerais faire? Oh, le foot! Et tu aimerais faire quoi comme sport, toi? Du basket? De la danse? T'aimerais faire de la... Balle de tennis. T'aimerais Le faire tennis. du tennis, toi? Je suis sur le fauteuil. Sur le fauteuil, ouais. Le fauteuil manuel, électrique? Et Le fauteuil électrique, ok. Toi, tu fais du sport en fauteuil ou en pacer? En fauteuil. Est-ce que tu en fais en pacer? des fois en fauteuil, des fois debout en cadre. Ok. Cadre. Et est-ce que tu en fais toute seule avec Marine ou tu en fais en groupe? Avec qui tu fais du sport? En groupe. En groupe. On va avoir plus de muscles sur les bras. Entraînement. Et à rabattre. Et toi, c'est quoi ton objectif principal avec le sport? De rester en fauteuil manuel. Ok. Ouais, c'est aussi pour travailler mes transversales enfin, tout le temps, quand j'ai besoin. À travailler la respiration, le cœur, tout. Et aussi la force, comme ça au moins. C'est bon, vous m'entendez? Merci beaucoup. On a démarré avec du live. Pourquoi on a démarré avec du live? Parce que vous l'avez compris tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait parfois une sorte de dissonance en ce qu'on pouvait faire au niveau universitaire, hein, des mots, des grandes phrases, l'autodétermination, le secteur médico-social. Et puis nous, vous, vos voix. Et puis je vous remercie d'être déjà présents tous les trois avec les personnes qui vont arriver, puisqu'on a à la fois une représentation de différents secteurs de ce qu'on peut appeler le médico-social. Encore faut-il qu'on sache à peu près comment on le délimite. On a aussi la recherche, hein, et se dire aussi comment on intervient avec les publics. Et nous, ce qu'on avait envie, effectivement, c'était de réfléchir à la façon aussi de donner la voix à tout le monde et qu'on ne parte pas simplement d'un côté descendant pour se réaliser qu'en fin de compte, on n'avait pas forcément réponse aux besoins. Alors moi, en bon philosophe, quand j'entends autodétermination, hein, capacité de décider, capacité de choisir, capacité de s'engager dans sa propre pratique, ça peut questionner, hein, pour nous déjà, à titre personnel, pour des personnes aussi qui sont capables autrement. Et ça peut aussi interroger dans le médico-social, hein, de savoir comment ça peut se dérouler dans des milieux où, pour plein de raisons tout à fait sensées, on a des protocoles, on a des choses qui sont cadrées. Et c'est un peu là-dessus qu'on voulait un peu discuter et donner un peu la voix à tout le monde. Je vous laisse peut-être démarrer, Marine. Bonjour tout le monde déjà. Dans la vidéo, vous voyez déjà un petit panel du public hétérogène qu'on accueille au DUM Henri Gormand. Sur la grande question de l'autodétermination, déjà effectivement, ça rejoint la capacité à choisir. Les enfants que vous voyez là, ils arrivent à choisir, mais il faut les guider dans leur choix, donc par les petits tableaux qu'on leur propose. Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de la vidéo, j'avais affiché les tableaux de langage assisté là, qu'on a proposés. Donc déjà, ces tableaux-là, ils sont préconçus par les équipes d'orthophonistes. Donc déjà, on raccourcit leur possibilité de choix, parce qu'on leur propose que certaines cases.
Et encore, ces TLA, ils sont grands. Il y a beaucoup d'enfants où il faut seulement 2 cases. Dès qu'il y en a 3, ils sont perdus. Donc déjà, on freine clairement leur capacité à choisir quelque chose. Et là, moi, en faisant cette vidéo, c'est top parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils pouvaient quand même décider... ils avaient envie de faire plein d'autres sports. Il faut savoir que ces sports-là, il y a 3 ans, ils n'en avaient jamais entendu parler. C'est quand j'ai pu créer ce poste où du coup, j'ai commencé à leur parler de ces activités-là. Du coup, ils ont bien écouté, ils ont bien entendu, ils ont bien découvert parce que maintenant, ils sont capables de dire qu'ils veulent faire du rugby. Franchement, je pense pas qu'il y a 3 ans, la petite qui demande à faire du rugby savait ce que c'était. Donc finalement, l'autodétermination, peut-être qu'elle se construit aussi petit à petit au fil des séances que je leur propose. Voilà. Donc ça se construit. Donc là, on voit à peu près déjà, on parle d'une personne avec d'autres personnes, mais il y a aussi peut-être au sein d'une institution, il y a un collectif, et je sais peut-être que Yvan, tu voulais rebondir un peu par rapport à ça, sur le côté un peu collectif de cet accompagnement. Oui, ouais. Merci. Bonjour à toutes et tous. L'importance du collectif dans le partage de cette valeur commune d'autodétermination, elle est fondamentale. S'il n'y a pas une impulsion d'une représentation commune, que la personne a des compétences, un pouvoir d'action, une pensée, voire une philosophie, je dirais, de l'implication dans la société, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir, comme on l'a au sein de la Fondation OVE, qui est un organisme gestionnaire d'établissements médico-sociaux, un axe de développement de l'activité physique adaptée qui met au centre la question de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est un concept assez simple, comme tu l'as résumé, Bruno, mais assez complexe. Je vous invite à lire la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé qui vient de sortir le 11 mars sur le développement de l'autodétermination et du pouvoir d'agir dans les établissements médico-sociaux. Ça ne peut passer, alors c'est un résumé, une conférence de consensus, cette recommandation. On n'a pas attendu cette recommandation pour faire de l'autodétermination une valeur commune et collective. C'est une valeur commune et collective que la personne, elle a une place pleine et entière et elle a le pouvoir de choisir, comme on l'a vu dans ces magnifiques images, de choisir, mais aussi de réaliser. Ce qui manque un peu dans ce film, c'est comment on accompagne, comment on adapte, comment on compense les difficultés que vit la personne dans ses choix et ses mouvements au quotidien. Pour terminer, cette valeur collective, elle doit prendre en compte le fait qu'on est tous déterminés. On est biologiquement déterminés, on est psychologiquement déterminés et on est socialement déterminés. Il ne faut pas l'oublier, on en parlait tout à l'heure, pour soi-même, c'est parfois difficile de faire un choix. Dans les contextes sociaux, culturels qui sont les nôtres, j'entendais à la radio hier, c'est difficile de faire un choix si je vais prendre un bon de 500 € bon du Trésor pour renforcer notre armée nationale. Il y a des peurs collectives qui nous entravent dans nos choix. C'est important d'avoir ça en tête. Je sais pas si vous voulez réagir, peut-être Marine ou Axel. Alors toi, plus Axel, par rapport à ta vision, ta double vision, ta vision de terrain et aussi ta vision recherche. On parle de collectif, on a parlé aussi de possibilités que, je te tutoie, donc tu n'avais pas forcément pu anticiper. Donc on est sur cette possibilité de se dire, est-ce qu'on est capable d'être capable, ou est-ce qu'on est capable de rendre capable, ou est-ce que le collectif est capable de nous rendre capable de rendre capable. Ça fait beaucoup de capacité. Et toi, par rapport à ça, donc par rapport à la vision de recherche, c'est quoi la marge de capacité que vous donnez ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, une chose qui me semble importante pour poursuivre cet échange, c'est de garder en tête finalement que l'activité physique adaptée participe intrinsèquement, j'ai envie de dire, de l'autodétermination. La pratique d'activité physique sportive et adaptée est de fait
un choix. C'est pas un médicament, c'est pas une mobilisation passive. Et quand bien même elle peut être prescrite aujourd'hui dans certains cas, elle demande un engagement de la part de la personne. Et donc tout l'enjeu des professionnels, des enseignants en APA, c'est de soutenir, favoriser, encourager cet engagement. Donc l'activité physique adaptée à la fois contribue, aide l'autodétermination et donc participe à l'augmenter. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a quelque chose, il me semble, d'irréductible en fait dans ces pratiques corporelles quant à leur contribution à l'autodétermination. C'est ce qui va relever des apprentissages par corps et des savoirs d'expérience, c'est-à-dire accompagner ces personnes dans des expérimentations physiques, culturelles, etc., qui vont être sécurisées et qui vont leur permettre justement de mieux se connaître d'un point de vue physiologique, mais également voilà, sur leur capacité d'agir, leur participation sociale. Et l'activité physique adaptée permet ça de façon tout à fait singulière, en fait. Donc, encore une fois, c'est important. Et puis, ça demande justement des compétences spécifiques, une formation comme celle qui est dispensée à l'université, pour pouvoir prendre en compte justement les déterminants, comme les a explicité M. Roblin, bio, psychosociaux, qui vont permettre justement de contribuer à ce processus de développer les pouvoirs d'agir et de ressentir des usagers. Et donc par rapport à ça, alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau des institutions, mais cette idée de se dire à partir de quand, ou est-ce qu'on se fixe un objectif quand on se dit à partir de quand on peut dire qu'on a fait un petit plus sur l'autodétermination, je vais y arriver. Marine, tu parlais tout à l'heure de dire il y a peut-être 3 ans de ça, j'aurais jamais pensé qu'ils abordent ce sujet. Toi, tu nous parlais aussi du collectif, toi, tu nous parlais aussi d'encadrement par rapport à la recherche. Est-ce que vous avez, vous, des jalons en se disant on va dans le bon sens, on est pas mal? Reprendre un peu la notion de collectif, je pense qu'il joue beaucoup dans l'autodétermination pour mettre en pratique dans l'institution où je travaille. Je pense qu'il y a un gros rôle de chaque professionnel aussi, parce que si on est arrivé au fait qu'ils puissent en tout cas nous indiquer qu'ils ont envie de faire ce sport-là, c'est grâce au travail des orthophonistes, c'est grâce au travail de l'ergothérapeute qui lui a appris à pointer aussi sur la case qu'elle veut, c'est grâce au travail du personnel éducatif aussi qui a pu lui apprendre plein d'autres choses. Donc là, la notion de collectif, elle est indispensable. Moi, toute seule, j'aurais jamais pu arriver à là, je pense. Donc il y a aussi ce vrai collectif au niveau professionnel et pluridisciplinaire qu'on a la chance d'avoir en institution, en tout cas. Oui, alors plusieurs jalons au niveau un petit peu associatif. Il y a les projets associatifs qui fixent le cap politique et stratégique pour l'égalité des droits et des chances, parce que le concept d'autodétermination est lié aussi à cette égalité des droits et des chances. Donc ça, c'est un outil majeur dans les associations actuelles. La Fondation, on est en cours de réécriture de notre projet associatif, et sur le prochain projet, ce sera un axe majeur. Au niveau de l'accompagnement dans les établissements médico-sociaux, il y a les projets d'établissement. Et puis en deçà, il y a le fil d'Ariane, qui est le projet de vie, le projet personnalisé des personnes. Alors, est-ce que c'est leur projet? Oui, aujourd'hui, c'est un jalon majeur, parce que dans chaque projet, on parle de l'évaluation, alors vous en parlerez sans doute mieux que moi, des attentes et des besoins des personnes. C'est-à-dire qu'on part de ce que la personne souhaite, désire, comme ces jeunes hommes et jeunes filles qui pointent, qui parfois d'un clignement d'œil, parce qu'on étudie aussi les focus oculaires pour les personnes qui n'ont pas de langage verbal, pour choisir telle ou telle activité qu'ils ont envie de travailler sur l'année. Le fil d'Ariane, les projets personnalisés, c'est sur 1 an, ils sont réévalués en fin d'année. Et en fin d'année, les managers, ils checkent ce qui a été réalisé ou pas. Mais la preuve, le jalon essentiel, c'est la satisfaction de la personne. C'est le sourire des enfants qu'on a vu ici, c'est la satisfaction des salariés, c'est la satisfaction des aidants, des familles, etc.
Axel, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être aussi par rapport au fait que quand on a aussi une casquette de faire un protocole, de mettre en place de la recherche, est-ce que toi, tu te mets aussi des jalons par rapport à ce côté, dans quelle mesure la personne dépasse le stade d'un individu de recherche pour être une personne? Ce qui me semble très important et ce qui est fortement demandé aujourd'hui, à juste titre, et notamment dans les appels à projets pour financer la recherche, c'est la contribution, la collaboration des usagers, des sujets, voilà, dans la construction des protocoles, des enquêtes, etc. Donc, c'est promu parce que c'est reconnu. À la fois, il y a une question d'engagement, il y a une question d'évaluation des besoins, des capacités, et puis ça reste dans l'idée de ce qu'on véhicule depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas arrêter de parler à la place des gens, mais construire avec, justement, pour répondre, surtout comme on l'a vu là dans cette vidéo, à des problématiques de situations de handicap complexes qui vont demander justement la conjugaison de plusieurs expertises, plusieurs acteurs, et y compris et principalement de celle de l'usager lui-même, qui va connaître voilà, singulièrement son histoire, ses besoins, etc. Si je peux rajouter juste c'est là où nous on arrive un peu à une limite dans l'institution où effectivement quand on fait des projets personnalisés d'accompagnement, donc chaque année, j'ai vu que ça, pour le coup, ça s'est vraiment amélioré. Ça fait 5 ans que je suis au DIEM, ça s'est vraiment amélioré avec une vraie maintenant implication de la famille. Et on essaye petit à petit d'impliquer le jeune aussi dans ce PPA, avec voilà, les limites qu'on connaît et que vous voyez dans cette vidéo, avec beaucoup de troubles associés, donc des troubles cognitifs notamment, et clairement des fois des incapacités à pouvoir choisir des objectifs pour lui à l'année, ou en tout cas on n'a pas encore les billes pour qu'il parvienne à décider. Et donc souvent c'est la famille qui prend cette place-là, et donc la famille parfois nous donne des objectifs qui sont plus pour eux, en tout cas pour leur rôle d'aidant, que pour vraiment l'enfant. Et ça, c'est encore un gros travail qu'on essaye de mener en équipe, mais ça reste un gros frein dans leur accompagnement, en tout cas. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il y a plusieurs couches, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il y a plusieurs niveaux d'autodétermination, mais comme nous aussi, peut-être par rapport à nos proches, ça peut être aussi important aussi de savoir dans quelle mesure il y a aussi ce côté de capacité à pouvoir s'engager ou à pouvoir choisir, mais aussi donc comment vous arrivez à mettre en corrélation ce que les proches pensent, ce que vous avez comme contrainte, parce que vous avez des projets collectifs, et de mettre ça en avant avec les projets individuels. Et ça, c'est un peu peut-être vraiment le paradoxe de nous, ce qu'on a à faire en APA, c'est-à-dire comment on continue à avoir un projet qui à la fois doit être collectif et global, et c'est ce que vous faites au quotidien, tout en prenant en compte de la famille, je ne parle pas des politiques publiques, et en plus de prendre en compte les parcours individuels. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un vrai tour de force. Comment vous arrivez à le gérer ça au quotidien? Il y a des choses où vous dites, vous hiérarchisez un peu les priorités par rapport à ça? Oui, totalement. On fait, les ergothérapeutes utilisent un outil qui s'appelle la MCRO, c'est la mesure canadienne du rendement occupationnel. C'est un bilan du coup qui nous vient du Canada et qui permet de hiérarchiser les objectifs de la famille ou de l'usager par une note de rendement et d'importance. Donc ce qui est le plus important pour eux et là où ils se sentent rentables entre guillemets ou pas, enfin, si le rendement est efficace ou pas. Et avec ça, on peut hiérarchiser effectivement les objectifs et se dire que voilà, il y en a un qu'on va essayer de travailler en premier et de se mettre un peu une temporalité à quelques mois, à 3 mois pour le premier, et puis à 6 mois pour le deuxième, etc. Après, on essaye de faire ça en équipe avec beaucoup de réunions d'équipe. On manque de temps, malheureusement, une limite en plus dans la pratique. Et surtout, on a des petits problèmes, une limite aussi environnementale, notamment dans les espaces de pratique, qui là nous freinent dans énormément de choses, avec des locaux très peu adaptés pour notre cas. Mais n'empêche que ça freine aussi beaucoup d'objectifs. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais 2 niveaux de réponse. La première, c'est de manager une position basse chez les professionnels. Ça peut paraître paradoxal, parce que les professionnels ont une grande expertise, ils sont formés, diplômés, ils ont des compétences et utilisent des outils d'évaluation
et d'accompagnement très précis, hein, mais d'apprendre que dans sa tête, en tant que professionnel, on accueille l'autre côte à côte et on avance côte à côte, tranquillement, en prenant la mesure de la temporalité de l'autre, de ses idées, de ses représentations, etc., etc. Un autre niveau de réponse, plus pragmatique, c'est avoir une posture d'ouverture dans la gestion des projets d'établissement. Je pense à une directrice d'une maison d'accueil spécialisée pour des adultes vivant avec un autisme et différents troubles associés et des déficiences profondes. C'est d'inscrire dans le règlement de fonctionnement cette posture d'ouverture aux familles. Souvent, dans ces établissements, les familles, elles peuvent venir de 18h à 19h, et puis le matin de 9h à 10h, point barre. C'est de dire que l'établissement est ouvert aux familles, si, et seulement si, et de l'écrire. Elles appellent avant de passer pour qu'on respecte la dignité, la vie privée des uns et des autres. C'est des mesures qui ouvrent des perspectives et qui bousculent les pratiques, parce qu'on voit arriver dans les unités des familles qui vérifient, qui contrôlent, qui regardent l'état de la vêture de leur enfant, etc. Et ça bouscule tout le monde. Merci. Axel, tu avais des choses, toi, à rajouter par rapport à ça? Non, mais pour rebondir très rapidement, mais de ce que moi j'ai pu en observer à l'Institut LATEP, où ce sont des hospitalisations longues et des structures médico-sociales qui accompagnent des usagers qui ont des épilepsies sévères, il y a d'abord un travail qu'ils appellent d'alliance thérapeutique très forte, hein, donc de questionnement, d'interrogation, de validation de l'usager, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il peut faire, de son projet, en aller-retour avec les familles aussi, quand bien même le séjour a un caractère volontairement disruptif, hein, dans leur parcours. Mais l'autre point que j'ai pu observer dans le cadre de l'enquête ethnographique que j'ai menée dans l'établissement, c'est l'importance et le rôle des professionnels qui sont souvent peut-être les moins bien formés sur cette expertise à la plus petite échelle, mais qui passent énormément de temps auprès des usagers. Je pense aux moniteurs d'atelier, aux éducateurs techniques ou même aux ASH, et qui vont avoir une connaissance très fine finalement de ce que le patient, le résident aime faire, n'aime pas faire, a envie, a besoin, et qui dans de nombreux cas sont entendus dans les réunions de PSAP, de coordination, pour justement accompagner l'amélioration de sa qualité de vie au quotidien, quoi. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression que Florence est arrivée, c'est ça? On vous laisse peut-être descendre. Donc vous êtes avec Marceau et Mao. Ils sont là tous les trois ou pas? Donc il y a Marceau, Mao et Corien qui arrivent. Donc comment vous voulez faire? Vous êtes deux? Marceau, Mao. Voilà, bah, ça commence par M. On vous laisse descendre peut-être? Bonjour. 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 Pardon. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Hop. Je vais essayer de ne pas tomber. Donc on était en train de parler un peu de tout le monde, on était en train de parler de la façon dont on choisissait un peu ces modes de pratique. Et je sais pas, donc on en était un peu là du débat, c'est de se dire comment on fait pour à la fois avoir un fonctionnement qui est un peu cadré parfois, qu'on a un projet un peu pédagogique, un projet personnel, un projet collectif. Et l'idée, c'était un peu d'entendre tout le monde par rapport à ça et de savoir, alors je ne sais pas comment vous voulez rajouter aussi votre pierre à l'édifice, aussi vous entendre tous les deux, hein, parce que c'est important aussi de vous avoir. Et on vous remercie d'être là. On est, voilà. Et puis Florence, je ne sais pas si tu veux démarrer pour donc en gros on en était là du débat, hein, c'est-à-dire qu'on se demandait dans quelle mesure il était possible à la fois d'associer peut-être
projection des familles sur ce que les personnes veulent faire, ce que vous voulez faire, ce que les établissements et le secteur demandent de faire et comment on fait, qu'est-ce qu'on a à se dire par rapport à ça. Et du coup, comment on peut choisir, se donner des indicateurs sur la capacité à agir. Bonjour. C'est assez particulier d'être là parce que j'ai fait mes études ici il y a quelques années. Donc je suis enseignante APA à l'IME de Fourvière à mi-temps, donc 17h30. Il y a 70 jeunes qui ont une déficience intellectuelle, ils sont âgés de 12 à 20 ans. Voilà. Marceau et Mao, ils font partie de la section 2. Donc ils ont entre 15 et 18 ans. Voilà. Alors quand ils arrivent à l'IME, ils ont ils ont un temps d'activité physique adaptée obligatoire, on va dire, où là il n'y a pas le choix. Ils ont le choix, par contre, de faire du judo ou avec moi on dit du sport. Voilà, l'activité physique adaptée, du sport. Où là, du coup, ça va être des activités diverses et variées, comme on peut faire, on va dire, en EPS au collège, voilà, où il y a une programmation sur l'année, avec des installations sportives dédiées dans la ville de Lyon. Voilà, donc le petit choix qu'ils ont, ça va être d'aller au judo ou au sport. Ils peuvent rester une année ou plusieurs années, si ça leur plaît, ils restent comme ça. Mais s'ils en ont marre du judo ou marre du sport, eh bien, on change l'année d'après. Donc, on leur demande régulièrement voilà, comment ils se sentent dans l'activité. Ensuite, le choix qu'ils pourront avoir, ça va être sur des activités ponctuelles qui sont organisées à l'IME. Donc, on a des olympiades. On a un cross aussi. On fait un cross inclusif. De la pétanque, du tennis. Donc voilà, on organise des événements ponctuels tout au long de l'année où là, ils ne sont pas obligés de participer. On les incite quand même fortement. Mais là, il y a le choix de y aller ou pas. Voilà. Il y a aussi comme petite activité annexe, enfin petite, grosse quand même, on a le vendredi matin. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi matin? La danse. Ouais, vous y êtes pas cette année. Il y a de la danse inclusive aussi. Donc là, on travaille aussi avec une compagnie de danse depuis 2-3 ans. Et donc, voilà, on fait une petite restitution à la fin de l'année. Ah, et là, cette année, tiens, je fais un petit peu de pub, on va passer au festival Tout le monde dehors le jeudi 3 juillet, le soir. Voilà, c'est nouveau. On va passer devant un vrai public, pas que les parents et les copains. Donc là, ils ont le choix de venir en danse. En fait, je leur montre le spectacle de l'année d'avant pour qu'ils voient de quoi il s'agit. Et ils choisissent ou pas d'accéder à ce temps-là. Et il y a un temps de natation aussi, où là, on a peu de places. On a 14 places pour les 70. Donc, on leur demande aussi s'ils ont envie d'aller en natation ou pas. Voilà. Voilà. Ça fait déjà, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois, donc il y a tout un panel mais comme j'imagine dans d'autres établissements, il y a tout un panel d'activités qui sont proposées. Et l'idée, c'est de se dire après comment c'est choisi. Marine disait tout à l'heure qu'elle avait été étonnée de se dire qu'il y avait des choses auxquelles vous aviez peut-être pas pensé avant, des activités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé avant, et que d'un seul coup on se rend compte que ça arrive. Donc on se dit aussi que peut-être que la capacité à choisir, elle commence à arriver. Ça vous embête si je vous pose une question? Oui, ça vous embête pas? Comment ça se passe comment vous choisissez une activité? C'est qui vous en parle? C'est vous le voyez à la télé? C'est votre famille? Qu'est-ce qui vous fait je crois qu'il y a un spécialiste du tennis, je crois. C'est ça, hein. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est qui vous donne envie? Comment vous avez d'un seul coup vous dites tiens, je vais faire une activité? Oui. D'accord. Ça marche. Oui, moi ça donne le tennis. Okay. Avec. Moi aussi. C'est vraiment pas simple à discerner pour eux. J'ai essayé d'en parler un petit peu dans le véhicule. On n'en a pas parlé avant parce que quand c'est loin comme ça, c'est compliqué. Mais j'ai juste essayé de leur dire. Ils vont vous demander. Quand on fait du sport, des fois vous avez le choix, j'ai cité des activités, et des fois il n'y a pas le choix, c'est le sport, c'est moi qui décide. C'est vraiment pas évident comme concept. Voilà.
Mais en fait, c'est travailler aussi dans d'autres activités. C'est peut-être pas en activité physique adaptée qu'on le travaille le plus finalement, mais c'est travailler dans d'autres sections, d'autres activités aussi, en fait. Ils ont le choix ou pas d'aller vers telles activités. Ça va rester comme ça, mais bon, allez-y, hein, on essaye, mais c'est nouveau hein, pour nous tout ça. Donc. Bah, carrément, ouais. Je ne sais pas si vous vouliez aussi rebondir par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au choix. Vas-y. Ajouter quelque chose, c'est que cette autodétermination, cette capacité à choisir, vous avez bien dit, ils ont le droit de faire des petits choix. Et c'est important de le dire, parce que cette autodétermination, elle est contrainte par, bien sûr, cette égalité des droits et des chances, mais aussi par le principe de réalité, qu'on soit enfant ou adulte en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité, qu'on soit enfant ou adulte sous tutelle, sous curatelle, donc sous mesure de protection. Les enfants qu'on accompagne dans mes dispositifs IME, ils ont des temps où ils ont des petits choix, et on facilite cette émergence de ces petits choix, mais ils ont beaucoup de temps où ils n'ont pas le choix d'apprendre, de bouger, d'agir, de créer, de co-créer, d'être dans un collectif. Cette question de l'apprentissage, c'est une contrainte aussi qui nous détermine. Hein, et heureusement que vous êtes là pour dire vous avez des petits choix à faire dans ce cadre-là, mais à d'autres moments, vous n'avez pas le choix. Oui, je rejoins un peu les problématiques de planning. Je pense que ça rejoint un peu ça. Ils ont des plannings de ministres, les enfants, dans l'institution, entre toutes les rééducations, la scolarité, le temps éducatif qui est hyper important aussi, les soins infirmiers. C'est très compliqué de trouver assez de temps pour pouvoir faire tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent et tout ce qu'ils voudraient faire aussi. Et effectivement, ils sont rarement... même du coup, pareil, oui, de venir en APA avec moi, finalement, c'est nous qui leur imposons voilà, là, t'es libre mardi à 10h, bah, je vais te prendre en basket et désolé, mais c'est le seul moment, donc tu viendras en basket et puis voilà. Après, choisir l'activité au sein de ce créneau-là, c'est différent, mais par contre, sur le planning et tout ça, c'est vrai que c'est quand même des enfants qui ont malheureusement peu d'espace pour choisir vraiment ce qu'ils voudraient faire. Moi, j'ai assez parlé. Si tu me permets, Bruno, j'aimerais poser une petite question aux jeunes gens. C'était le but. Est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi vous faites du sport dans l'établissement? Juste pourquoi? Moi, j'adore le tennis. Ouais, on aime bien le tennis. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de faire du sport? Ça sert à quoi? Pour travailler? Pour travailler avec Aurélie. Et vous travaillez quoi? On appelle la balle. Avec la balle? La balle brûlante. Voilà. Ça fait du bien comment? Ça fait du bien où? Bien. Ok, ouais, Bien, parce que j'ai beaucoup aimé. Avec Gelo, que vous ne connaissez pas. Ouais. Moi, j'avais juste une dernière question avant de peut-être de passer à vos questions à vous, parce qu'on a aussi besoin de vos voix à vous, parce que c'est entendre les voix de l'APA et vous en faites partie. Moi, c'était une question. Je peux vous reposer une question? Je voulais savoir pourquoi vous étiez venu aujourd'hui, parce que on est vraiment touché aussi de pouvoir vous entendre. Et qu'est-ce qui fait que comment vous êtes? Qu'est-ce qui vous a dit? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes dit on va venir pour participer à ça? Parce que c'est le premier. C'est le premier, voilà. C'est la première fois. Et ben c'est aussi la première fois pour nous hein, qu'on a, voilà, donc c'est super. Ok. Et ben on va saluer Mao, ok. Ok. Maintenant elle est là. Non, c'est pas Mao, c'est Corian. J'avais retenu les noms, c'est Corian, pardon, excuse-moi. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter avant qu'on passe peut-être aux questions du public? Non? Super.
quand même sur l'IME de Fourvière, dans la 3e section, donc qui sont majeurs, là je trouve que vraiment il y a un travail de l'autodétermination et une co-participation à des projets. C'est long, les collègues travaillent vraiment là-dessus depuis des années. Alors on attend vraiment qu'il y ait une envie et une demande des jeunes. Donc des fois on peut passer dans les salles en disant ah, les collègues ils foutent pas grand-chose là, parce que on attend et c'est très long. Mais ça marche en fait, parce que moi je vois des jeunes qui ne demandaient rien, qui ne faisaient pas grand-chose, qui attendaient que ça se passe et qui maintenant peuvent dire oui je veux apprendre à faire mon trajet, oui je veux faire ça. Voilà, donc ça demande beaucoup de patience et de temps, mais c'est travaillé. Alors en sport, voilà, c'est juste des choix minimes, mais c'est travaillé à notre niveau. Et on a aussi des étudiantes de l'UFRAPS qui nous ont proposé du hip-hop d'ailleurs. Alors vous y allez pas? Non? Si, toi tu y vas? C'est vrai? Avec Coryoun aussi, d'accord. Donc là, ben voilà, on propose un projet. Vous leur demandez comment ils sont venus ici. J'ai proposé ce projet en disant qui voudrait venir à une réunion où on va vous poser un petit peu des questions. Donc voilà, c'est un choix. Ils essayent de comprendre déjà ce qu'on va faire. C'est pas évident parce qu'on l'a jamais fait. Donc là, voilà. Eh ben oui. Mais peut-être juste pour rebondir sur ça et pour finir de mon côté, mais certainement que ça n'a rien d'inné, hein, l'autodétermination, et particulièrement dans les situations dont on parle ce matin, et que ce que vous faites, moi je pense que vous la construisez avec eux, parce que pour choisir plus tard de faire du basket, de la boxe ou autre, il faut savoir ce que c'est, il faut avoir une représentation, il faut avoir expérimenté. Donc moi je pense que c'est essentiel ce que vous faites, puisque vous construisez avec eux l'autodétermination à venir. Rien à rajouter du coup par rapport à ça? On va peut-être passer aux questions du public. On va juste récupérer le micro. Tu viens avec moi? Il voudrait aussi m'aider à poser des questions. Okay. Pour ceux qui auraient des questions, on va faire passer le micro dans l'amphi, donc on vous laisse juste lever la main et le micro va circuler. On va passer dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Des questions? Ah, j'ai une question là-bas, on va aller là-bas. On va aller tout en haut. Vas-y, monte. C'est tout en haut. Moi, j'aurais une petite question pour vous. Au niveau de la construction de la motivation, est-ce que vous faites des choses avec les familles pour qu'ils puissent continuer aussi en dehors de la structure à pratiquer de l'activité et à le faire avec leurs amis et leur famille? Est-ce que il y a pas eu ils n'ont pas entendu la question? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je me demandais si au niveau de la motivation, ils construisaient quelque chose aussi avec la famille pour qu'ils puissent continuer à pratiquer une activité avec leur entourage et leurs amis en dehors de la structure. Moi, je vais être très honnête, non, malheureusement, parce que c'est des enfants qui sont donc parfois internes et parfois pas, mais à la maison, c'est très compliqué quand même. C'est des enfants qui viennent en taxi, qui repartent en taxi. Donc déjà, d'impliquer la famille dans leur prise en charge au sein de l'établissement, c'est un travail qu'on est en train de faire et qui est en train de s'améliorer. Mais l'action qu'on a au domicile, elle reste encore très, très, très minime et ça reste très compliqué. Mais peut-être, dans l'avenir, ça serait très chouette, mais malheureusement, on a pour l'instant, non. Alors oui, j'ai très envie, mais pas beaucoup le temps. Voilà, 17h30 avec les 70 jeunes à voir, les réunions, etc. Mais cette année, on fait un petit coup de boost avec une stagiaire en STAPS qui vient bien nous épauler. Donc elle peut du coup vraiment expliquer aux jeunes, vraiment prendre leur recueil, vraiment prendre contact avec les familles. Ça demande un temps dingue en fait, parce que une famille, ça va être 3, 4, 5, 6, 7 coups de fil pour leur dire est-ce que vous avez bien suivi, est-ce que vous avez bien pris. C'est un travail de folie. Mais j'espère que cette année, elle a pris contact avec 15 familles, il y a 15 jeunes qui potentiellement pourront aller essayer quelque chose. Mais après, le stage, elle s'arrête, donc il va falloir que je reprenne un petit peu la main. Et surtout que, voilà, on espère que les parents se prennent en main de plus en plus, mais c'est vraiment pas simple.
Pardon, je voulais juste rajouter un point sur la question. Moi, la problématique aussi avec les jeunes, ça n'excuse en rien le fait qu'on s'attarde pas trop là-dessus, mais aussi où est-ce qu'ils vont aller pratiquer ces jeunes-là. Sincèrement, ceux du DUM en Rigormont, je sais pas quel club pourra les accueillir pour avoir fait un petit peu le travail que Florence citait de l'étudiante en STAPS au sein de l'HFME. Effectivement, c'est un temps de dingue et les refus, ils sont très, 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 très nombreux. Donc pour le public que moi j'encadre, j'ose pas trop imaginer. Une note d'espoir sur le secteur adulte, dans des structures comme la maison d'accueil spécialisée dont je parlais tout à l'heure, on a réussi à conventionner avec le droit commun, avec des clubs. Je pense au club de boxe de Dessines qui nous a accueillis, d'autres clubs, je pense au Handi Rugby aussi qui permet des opportunités. Je pense au club de l'épée sur Dessines qui offre des opportunités, mais ça demande une organisation alors qui est un peu plus simple dans les établissements qui fonctionnent 365 parce qu'on peut détacher des salariés, mais les familles effectivement se mobilisent peu, aussi parce qu'elles souhaitent que ce soit un temps pour leur enfant. On a quelques expérimentations en épée ou en escrime de coparticipation, mais elles sont ténues. Moi, je serais quand même optimiste. Je trouve que depuis 2-3 ans, alors c'est peut-être parce que je m'y intéresse aussi, bon bref, avec les JO, il y a eu beaucoup de fonds quand même levés pour... il y a eu le dispositif ESMS et club qui a fourni un petit peu de financement, en tout cas pour les clubs, pour former leurs encadrants, pour s'ouvrir à notre public. Nous, on travaille aussi avec la Ligue de tennis Auvergne-Rhône-Alpes. C'est eux qui m'ont contacté via le comité sportif paralympique français, je ne mets pas dans le bon ordre. Et du coup, on a vu passer beaucoup de stagiaires de tennis, des futurs profs de tennis, et il leur faut, eux, par contre, beaucoup plus rapide que les parents, il leur faut 2 séances pour se dire ah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est possible, en fait. Moi, j'ai beaucoup plus de retours ah ouais, ok, c'est bon, quoi. C'est pas si... Ça démystifie très rapidement, quoi. C'est pour ça, moi, ça fait 2-3 ans, je fais pas que ça, parce que je peux pas, mais beaucoup de choses en inclusion, beaucoup de choses avec les clubs pour voilà, qu'on nous voit et qu'on voit que c'est pas si dramatique et que c'est pas si compliqué que ça en fait. Voilà. On voit que l'heure tourne. On va juste faire une dernière question. On va redonner le micro ici. Peut-être une dernière question. Puis après, Déjà, bonjour. Moi, j'aurais une question, c'est sur cette question d'autodétermination dont vous parliez. Est-ce que vous avez dans la pratique des outils qui vous permettent de mettre plus en avant cette autodétermination pour vos pratiquants, en termes de matériel que vous pouvez utiliser dans la pratique de l'activité physique adaptée ou d'autres outils? On voyait au début dans la vidéo ces fiches qui leur permettent aussi d'indiquer ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, etc. Est-ce que vous avez du coup d'autres outils ou des choses qui sont mises en place pour leur permettre d'aller un peu plus sur cette autodétermination? Merci. On peut l'applaudir. Sur la vidéo, effectivement, vous avez vu beaucoup de moyens de communication qu'on utilise. Donc, c'est TLA, le tableau de langage assisté, les tablettes qui sont paramétrées pour chaque enfant selon comment ils arrivent à chercher le mot qu'ils veulent dire. Il y en a aussi qui communiquent par commande visuelle, ou qui écrivent un texte avec leurs yeux. Après, nous, on pallie surtout à la communication. Après, en termes de pratique, moi, c'est du matériel basique de sport, hein, mais j'essaye d'adapter à chaque fois. J'utilise beaucoup les rampes, type rampe de boccia, là, pour ceux qui ont le moins de capacité motrice. Après, je fais avec ce que j'ai. J'ai rien de révolutionnaire ou de sensationnel. J'essaie à chaque fois d'adapter. Parfois, c'est juste mettre ma main pour qu'il puisse pousser la balle. Voilà, j'essaye de faire un peu en temps réel. J'ai pas plus de... Je ne sais pas si ça répondra à la question. Nous, sur l'autodétermination, pour faire un choix, je dirais on essaye de faire des choses en FALC, faciles à lire et à comprendre.
Alors, j'ai pas eu de formation, mais en fait, il faut essayer d'imager les choses. Quand la stagiaire STAPS est venue, on a fait un petit flyer en A5 avec comment ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'elle fait à l'IME, en fait, cette stagiaire. Et donc, on a mis des sports, on a mis Elvina en dessin, quoi, en une image. Après, on a mis un tout petit texte parce que ça allait être aussi transmis aux parents. Et ensuite, on a mis des flèches où on a mis club et on a mis à quoi ça sert le sport, hein, pour la tête, pour le cœur, pour les muscles. Voilà, des petits formulaires, des petites flyers comme ça en falque. Donc ça, on apprend aussi à le faire, mais il faut beaucoup de temps aussi pour faire ça. J'ai pas été formée non plus à Canva, des trucs comme ça. Et sinon, les vidéos YouTube, bêtement, quand je parle d'un événement qui va avoir lieu, là par exemple encore à Dessines avec Special Olympics au mois de juillet, il y en a qui l'ont déjà fait, mais ceux qui l'ont jamais fait, ben, on montre une vidéo. On dit voilà, est-ce que ça te fait envie ou pas? Et vous avez pris beaucoup de temps, hein? Eh ben oui, on prend beaucoup de temps. Parfait, je ne sais pas s'il y avait d'autres réponses. Alors, vas-y. Juste, l'enjeu communication est un enjeu majeur. Le comité interministériel du handicap vient de faire une recommandation d'usage de la communication alternative augmentée. On a des niveaux hétérogènes sur les établissements et services d'utilisation de ces outils de compensation des défauts de communication, mais ça va venir s'imposer au secteur médico-social, et c'est le premier outil, la communication, qu'on a adapté, comme on l'a bien vu, et que c'est très bien utilisé sur votre établissement. Tu avais une petite chose à rajouter ou un mot de la fin? Non, mais alors, je suis désolé pour les questions, mais comme il y a toute la matinée, on va voir, parce que là, voilà, mais il y aura plein d'autres questions que vous pourrez poser. Non, mais très rapidement, si en termes d'outils, je pense aussi c'est très important d'évaluer ou d'objectiver l'autodétermination. Alors il y a des choses aujourd'hui, vous avez, quand c'est possible, des questionnaires sur le sentiment de compétence, par exemple, en psychologie, qui peuvent être intéressants. Vous avez l'entretien motivationnel, le bilan éducatif partagé, quand c'est possible, de faire le point régulièrement. Puis vous avez les observables, hein. Vous filmez, vous observez les séances, vous voyez la progression. Et enfin, en discuter aussi avec des professionnels qui ont la compétence qu'on ne peut pas avoir. Des fois, en tant qu'enseignant, on n'a pas, mais le psychologue, l'ergothérapeute, etc. sont des professionnels qui peuvent contribuer à cela. Parfait. Moi, je ne sais pas si on a répondu du coup à cette question. Moi, je n'ai plus qu'à vous saluer. Merci beaucoup d'être là. Merci Mao. Merci Marceau. Merci Corian aussi de vous être déplacé. Merci Florence. Merci Yvan. Merci Marine. Merci Axel. Et puis on va laisser la place à la table ronde. Merci à vous aussi. Merci.